大家好，我们这里是法国10万个为什么。今天又请到2个作者，然后他们呢，刚最近出了一本书，就是独裁演算法。然后这本书非常非常有趣，它最有趣的地方是它弄了非常多的实证来讲推荐演算法怎么会影响我们的生活。然后在书中很特别的是，他们讲到非常多的台湾，认为台湾是一个很好的典范，作为数位民主。所以今天我们请到2位作者，bienvenue， merci. Jean-Loup et Lé. C'est moi, voilà. Mais en fait, t'es mieux, t'es plus beau que la moi. Oui, je suis d'accord que c'est pas la meilleure photo. Ah, d'accord. Je suis d'accord, c'est vrai. Non, je suis journaliste, enseignant, je crée du contenu sur internet, notamment beaucoup sur les algorithmes de recommandation. Et qu'est-ce que ça provoque au niveau global de l'humanité. Donc moi c'est Lé Nguyen, je suis mathématicien, donc chercheur un peu en sécurité d'intelligence artificielle et en gouvernance démocratique du numérique. Et puis je suis créateur de contenu sur YouTube et puis aussi président de l'association Tournesol. Donc du coup, première question, c'est pourquoi vous appelez les algorithmes et comment il a influencé notre l'opinion. On parle beaucoup des algorithmes de recommandation. Oui, c'est ça. Alors voilà, la focale du livre, c'est vraiment les algorithmes de recommandation. Et les algorithmes de recommandation, du coup, c'est les mécaniques sur les réseaux sociaux, ou d'ailleurs partout, qui choisissent parmi tout le contenu qu'il y a, celui que vous allez voir et qui va vous être recommandé. Et on parle de dictature de ces algorithmes-là, parce qu'en fait, aujourd'hui, ils ont énormément de pouvoir. C'est-à-dire que c'est vraiment des algorithmes qui choisissent au final quel sujet va être important parmi tous les sujets qu'il y aurait à traiter. Et pour le coup, c'est une dictature parce qu'il y a très peu de gens qui décident de comment l'algorithme va fonctionner et de, au final, ce qui va être recommandé. Donc c'est une dictature en ce sens de ces algorithmes-là sont pas du tout créés de manière démocratique. C'est aussi que ces algorithmes sont très puissants, sont vraiment très influents. Et ils peuvent du coup dicter les sujets d'intérêt. Donc par exemple, on sait que quand on parle beaucoup d'immigration, ça va être l'extrême droite qui va gagner du pouvoir. Et donc juste le fait de choisir un sujet peut manipuler, modifier en tout cas la politique d'un pays. Oui, il peut en fait décider l'agenda, ce qu'on va discuter et comment on va penser sur ce sujet. On devient ce qu'on regarde. We become what we behold. Et en fait, c'est ça, c'est en fait l'algo de recommandation, il décide de ce qu'on, entre guillemets, collectivement va devenir. Alors, on en parle dans le livre, mais le côté biais cognitif, c'est-à-dire qu'en fait, nous aussi, on a des algorithmes quelque part dans l'esprit qui décident que là, par exemple, s'il y a un grand bruit dans la rue, toute mon attention elle va être focalisée sur ce grand bruit. Pourquoi il y a eu un grand bruit, il y a une attaque, je suis en danger. Et en fait, les algorithmes de recommandation, c'est la même chose, mais au niveau de nous tous. C'est un peu comme les biais cognitifs de l'humanité, les algorithmes de recommandation. D'accord. Et ils pourraient être très bien faits, parce que nous on a des biais cognitifs qui sont très bien, c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé dans la rue. Mais là, les algorithmes de recommandation, ils ne sont pas du tout faits en ayant en tête le fonctionnement, le bon fonctionnement global de la société dans laquelle ils interviennent. Du coup, les algorithmes, on peut trouver sur tous les réseaux sociaux. Mais pourquoi TikTok, dans votre livre, dit que c'est particulièrement dangereux? Comment ça? Donc il y a un peu 2 raisons pour lesquelles on peut considérer que c'est très dangereux. Le premier, c'est que c'est un algorithme de recommandation qui est beaucoup plus optimisé que les autres, qui a fait vraiment de l'innovation pour être beaucoup plus accrocheur, garder beaucoup plus l'attention des personnes, et ils ont été très bons pour ça. Et donc le problème avec ça, c'est que d'une part le contenu est beaucoup plus attractif, du coup ça fait des jeunes qui peuvent passer des heures sur la plateforme. Et puis l'autre chose, c'est que les contenus qui sont les plus recommandés, ce sont ceux qui vont être les plus accrocheurs. Et c'est potentiellement des contenus, c'est souvent des contenus qui suscitent des émotions très fortes, notamment de la haine, de la colère, ce genre de choses. Et donc ça peut créer des sociétés où du coup les gens se détestent, c'est difficile de fonctionner ensemble. Puis après, il y a une autre raison pour laquelle c'est dangereux, c'est que TikTok est construit par une entreprise chinoise, ByteDance, et on sait que les entreprises chinoises sont très soumises à des régulations très proches du gouvernement. Le gouvernement chinois qui lui par contre est ils ont accès de tous les États. C'est ça, et en tout cas on sait qu'ils ont déjà mis des PDG, ils ont fait disparaître des PDG pendant plusieurs mois. Donc on imagine bien que le PDG de ByteDance, il a une certaine loyauté de facto envers un parti communiste chinois qui on sait également très autoritaire et belliqueux. Une des manières dont l'algorithme de recommandation de TikTok est plus performant, ou a été plus performant, ce qu'ils ont fait,
c'est qu'en fait, dans tous les algos de recommandation des réseaux sociaux avant, la vieille recette pour faire un algorithme de recommandation, c'est qu'on prenait et on incluait les préférences déclarées des gens. Et en fait, ce qu'a fait TikTok, c'est qu'en fait, ils ont compris que la partie court terme de toi, celle qui clique, mais c'est à celle-là que l'algorithme de recommandation doit s'adresser s'il veut faire le plus de vues. Et en fait, s'il s'avère que tu as dit j'aime bien la physique quantique, mais qu'au final tu cliques jamais, ben en fait, l'algorithme de TikTok il dit ben, je m'en fiche. Ce que TikTok a compris, c'est qu'en fait, on s'en fichait complètement de ce que les gens disaient aimer. D'accord, oh là là. Je me suis demandé, est-ce qu'il va capter la durée que je reste sur un écran, sur un certain contenu, et il va savoir que j'aime aussi. Bien sûr. En termes de cyberespionnage à grande échelle, ces outils sont vraiment ce qu'il y a de mieux au monde de très loin. Enfin, c'est parce qu'ils sont capables, en tout cas sur l'aspect massif, ils sont capables de faire du profilage psychologique de 2 milliards d'humains en regardant qu'est-ce qui fait cliquer les gens, combien de temps ils restent sur chacune des vidéos, quand est-ce qu'ils quittent, quelles sont les actions qu'ils entreprennent, est-ce qu'ils partagent ou pas. Pour savoir ce qui se passe par exemple dans un pays ennemi, par exemple, c'est aussi des super outils pour le faire. Wow. Dans votre livre, vous restez quand même optimiste. Donc il ne faut pas tout abandonner sur les réseaux sociaux, on peut s'approprier, on fait autrement. Techniquement, il n'y a rien qui empêche que des algorithmes de recommandation soient mis au service de mieux fonctionner ensemble. De la même manière, un biais cognitif, donc le même biais dont je parlais tout à l'heure avec le bruit dans la rue, il peut être, et chez les humains il est assez bien conçu, vu que c'est ça qui nous permet de trier parmi toutes les informations qu'il y a et de donner vite de la bonne importance aux informations. On peut très bien imaginer qu'on crée des algorithmes de recommandation qui nous orientent tous et toutes vers des sujets importants d'une manière qui fait qu'on arrive à dialoguer. Et c'est ça qui est intéressant, et effectivement c'est ça qu'on fait nous avec la plateforme qu'a co-créé Lé, qui s'appelle Tournesol. Et le but c'est ça, c'est essayer de voir est-ce que tous ensemble on pourrait pas décider de ce qui est une vidéo d'intérêt général, et donc du coup pour voir si démocratiquement on peut pas décider de ce qu'un algorithme devrait recommander. En se disant la recommandation elle sera plus le reflet de ce que les gens pensent, et du coup elle sera plus intéressante pour créer au moins la discussion démocratique. L'idée c'est de faire en sorte que chacun peut voter d'une certaine manière pour le comportement de l'algorithme, et tout ça sera pris en compte, et l'algorithme du coup est conçu démocratiquement. Il faut voter du coup pour les vidéos qu'on veut que l'algorithme recommande. C'est vraiment ça. Et donc l'idée de la plateforme Tournesol, c'est une plateforme en ligne où il y a vraiment ce scrutin qui est mis en place, et n'importe qui peut venir créer un compte et y contribuer et voter pour faire que certaines vidéos soient plus recommandées ou que d'autres vidéos soient moins recommandées par l'algorithme. Mais en fait, Tournesol, c'est aussi un mouvement social de Taïwan. Et dans votre livre, on parle beaucoup de Taïwan aussi. Oui, on parle des deux tournesols. À travers le monde, au cours des 10 dernières années, en fait, depuis l'adoption massive des réseaux sociaux, il y a un déclin des démocraties partout dans le monde. Il y a quelque chose de très inquiétant quand on regarde l'ensemble du monde. Et il y a un peu une île où c'est un village démocratique. C'est ça, qui résiste. Non seulement qui résiste, mais qui s'améliore, qui a progressé démocratiquement au cours des 10 dernières années. Et l'une des raisons pour lesquelles ça a progressé, il y en a sans doute beaucoup, mais l'une des raisons, ça a l'air vraiment d'être le fait que Taïwan a beaucoup investi dans la démocratie numérique, ou dans l'utilisation plus généralement du numérique pour améliorer les institutions, la transparence, le travail démocratique. Et donc en ça, c'est vraiment l'exemple inspirant qui donne de l'espoir, qui permet d'être optimiste. Et par exemple, Taïwan utilise beaucoup la plateforme pol.is, police. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est des plateformes qui, au contraire, elles vont mettre en avant la vie qui génère le plus de consensus ou qui identifie le consensus qu'il y a déjà au sein des gens. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est vraiment comment on arrive à en mettre en musique la partie long terme de chacun. Il y a vraiment ce truc il y a un truc en français qui s'appelle l'instinct des foules. C'est de dire que si, par exemple, quand il y a un phénomène de panique, tout le monde se panique et tout le monde ne fait pas le choix rationnel et tout le monde se précipite, et du coup en fait en faisant appel à son instinct, il émerge de cette interaction des conséquences beaucoup plus négatives que si tout le monde s'était posé, avait réfléchi, ok là on va s'organiser, etc. Et ça c'est l'instinct des foules. Et en fait numériquement, quelque chose comme police, ça met en lumière la sagesse des foules.
C'est-à-dire, en fait, ça va chercher la partie contraire à celle que TikTok essaye de draguer. Ben, Taïwan utilise ça et c'est quelque chose qui encourage et je pense facilite le débat démocratique et que nous on n'a pas ici. Des aspects de la désinformation, donc notamment par exemple la Chine sur Taïwan, mais également la Russie sur les États-Unis ou un peu Sur la partout. France, Dans tous les Sur la sens. France, c'est vraiment chercher à diviser quoi. C'est diviser pour régner quoi. Donc c'est pas juste de la fausse information, il faut vraiment s'enlever l'idée que désinformation c'est juste une fausse information. Parfois on va juste mettre en avant les sujets qui divisent la société. Et juste en parlant de ceux qui divisent, non seulement on divise la société, mais en plus on la paralyse. Parce que les gens vont se détester, ils vont pas réussir à s'organiser, et ils vont pas travailler sur un sujet important. Ce qu'on pourrait vouloir faire, c'est mettre en avant davantage des sujets qui sont ce qu'on pourrait appeler des consensus radicaux, des choses qui sont consensuelles, tout le monde est d'accord, mais qui impliquent des grands changements dans la société. Et ça va unifier parce qu'on va voir un changement mais collectif, tous ensemble. Il y a un cercle vicieux ou un cercle vertueux. C'est-à-dire, plus tu te concentres sur les trucs clivants sur lesquels on va pas avancer, moins tu seras capable d'avancer même sur les trucs qui devraient être consensuels. Alors que là, ce que les dit, ça serait le contraire. C'est-à-dire, en fait, on se focalise sur les consensus radicaux et peut-être que ça nous permettrait même d'avancer sur les sujets où on est un peu clivé. Taïwan, police et plateformes, ils sont plus dans le cercle vertueux que nous actuellement. Qu'est-ce qu'il y a à Taïwan pour réussir à faire ça? Enfin, il y a beaucoup de choses on a déjà parlé de police, mais juste la transparence, quoi, avoir des plateformes sur lesquelles on a accès aux données du gouvernement. En France, c'est très compliqué encore d'avoir. On ne peut pas avoir des données publiques. Il y a plein de données auxquelles on est censé avoir accès d'après la loi, mais qui sont extrêmement difficiles à avoir accès en pratique. Et voilà, alors qu'à Taïwan, parfois il y a des plateformes où en 3 clics c'est fini, quoi, on a la donnée. Quoi. Il faut qu'on ait la même chose en France. Et il y a un autre truc aussi, c'est que je pense qu'il faut mettre en avant Taïwan, comment ça fonctionne et comment ça a fonctionné avec les choses qui marchent très bien, et même quand il y a des choses qui marchent pas, et en tout cas il faut mettre en avant cet exemple, voir que vous êtes en train d'avancer sur ce sujet, vous êtes un peu nos éclaireurs à tous. Et je pense aussi qu'il faut éclairer ce qui marche pas et les conséquences de quand ça marche pas. Parce qu'en fait, pourquoi aussi je pense que Taïwan avance beaucoup, c'est parce que Taïwan est quand même sous pression forte. Non, mais et c'est une des raisons pour lesquelles Taïwan avance. C'est horrible à dire. Non, mais c'est vrai. C'est parce qu'il y a une tension, il y a une pression, et du coup, c'est un peu une question de vie ou de mort démocratique pour le coup. Comment je comprends les choses aussi, c'est que Taïwan n'a pas envie d'avoir la même trajectoire que Hong Kong. Vous aviez un exemple de ce qui se passait si vous faisiez pas et vous n'arriviez pas à créer une alternative ou quelque chose d'autre. Et c'est aussi ça qui peut-être motive. Typiquement, l'exemple de Hong Kong, c'est quelque chose aussi, il faudra que ça soit mieux connu. C'est quelque chose qui a beaucoup fait réagir les gens à Taïwan. Mais en France, par exemple, il y a encore des gens qui banalisent ça, ou des gens qui considèrent que la France, par exemple, est dans le même état est déjà dans un état horrible. Alors qu'en fait, en France, on va beaucoup mieux c'est sûr. Du coup, il faut au contraire chercher à s'éloigner de ce cas horrible et construire sur les institutions, la démocratie, la transparence, l'information. Les gens parlent un petit peu de la désinformation, de tout ça, mais je pense qu'on ne se rend pas compte de l'ampleur. Et surtout, aujourd'hui, c'est vraiment l'enjeu civilisationnel, savoir est-ce qu'on sera dans un futur démocratique ou dans un futur autoritaire ou chaotique. Et donc il faut vraiment faire beaucoup plus attention à la qualité de l'information, à la manière dont elle est produite. Parfois en écologie on parle pas mal des flux de matière et d'énergie, savoir où est-ce qu'elle est produite, comment est-ce qu'elle est modifiée, raffinée, délivrée, consommée, ce genre de choses. Il faut qu'on fasse le même raisonnement pour l'information. D'où est-ce qu'elle vient, comment elle a été produite, avec quel degré de fiabilité, est-ce qu'elle a été modifiée en chemin, avec quel biais, par qui, comment est-ce qu'elle a été amplifiée ou non, comment est-ce qu'elle a été réduite et tout ça, consommée par quels utilisateurs, ainsi de suite. Je pense qu'il faut être beaucoup plus vigilant par rapport à tout ça. Et après, l'autre truc, c'est ce que disait Léo aussi, mais je pense qu'il faut vraiment insister, c'est que la désinformation, ça peut être, et c'est très souvent, des informations qui sont très factuelles et vraies. Et ça c'est vraiment très perturbant. Et nous on a eu l'exemple en France, très simplement, Russia Today, dont la chaîne de Russie, à l'époque des Gilets jaunes, et bien c'est la seule chaîne qui a traité en premier les violences policières contre les Gilets jaunes, qui sont des vraies violences policières, qui ont eu lieu, etc. Les médias normaux ont mis du temps à le dire, et bien RT, Russia Today, était la première à en parler. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'ils font, c'est repérer toutes les informations qui vont pouvoir cliver la société. Et en même temps, tu peux pas dire que c'est une fausse information, parce qu'elle n'est pas fausse, elle est vraie, elle est même importante. Par contre, tu peux questionner
à quel point il faut la mettre en avant, qui doit la mettre en avant et quelle doit être la proportion affiliée à ça, etc. et la manipulation. C'est hyper complexe comme question, mais en tout cas, il faut voir que la désinformation, c'est juste mettre de l'huile sur des feux qui existent déjà, là où stratégiquement c'est important en tant qu'État de les mettre pour affaiblir les autres. À Taïwan, on a des bagarres parlementaires il y a quelques jours. Ouais. Oui, ça c'est vrai. On a un peu honte aussi. Mais en Chine, c'est divisé en plein. Parce que c'est pour donner une mauvaise image de Taïwan, de la démocratie aussi. Regardez la démocratie, comment ça se passe, ils se battent. C'est le gros enjeu aujourd'hui. Tout ce qui ne va pas en démocratie sera amplifié massivement par la Chine, par les puissances autoritaires. Et c'est vrai que c'est vraiment compliqué, parce qu'en démocratie, il faut de la transparence, il faut vraiment qu'on voit tout ça. C'est pour ça que l'idée des consensus radicaux plutôt que les choses clivantes, c'est important. La question, c'est vraiment une question de à quoi est-ce qu'on donne de l'importance. Je pense que la grosse partie du livre, la première partie, c'est vraiment sur l'attention et savoir comment est-ce qu'on alloue cette attention. Vous avez parlé aussi le droit d'amplification. Ouais. C'est un peu ça, non? L'un des principes de base, souvent qu'on va parler de la démocratie, c'est la liberté d'expression. Donc c'est la liberté de dire ce qu'on veut. Et donc l'une des idées du livre, c'est de dire, en fait, aujourd'hui, dans un monde où produire de l'information, c'est trop facile. Il y a trop d'informations, c'est trop facile, il y a une abondance d'informations. Et donc l'enjeu, c'est plus de dire, est-ce qu'on peut s'exprimer? L'enjeu, c'est beaucoup plus de savoir quels sont les messages qui seront le plus diffusés. Et ce qu'on dit dans le livre, c'est que ce droit d'amplification, on devrait le gouverner démocratiquement. En particulier, de base, on ne devrait pas le donner, parce que il y a trop de contenu, c'est trop facile d'attaquer, et donc il faudrait l'acquérir. La question de comment est-ce qu'on l'acquiert aussi, c'est une question, ça peut être par exemple un vote démocratique, ça peut être un groupe d'experts, il y a des choses à spécifier, quoi. Mais l'idée, c'est qu'il faut passer par cette phase pour obtenir ce droit d'amplification, et à ce moment-là, on pourra être recommandé des millions de fois ou plus par les algorithmes. La liberté d'expression, c'est juste de dire que chacun a droit à son flux. Et le droit d'amplification, c'est de dire il y a des gens qui d'un seul coup ont droit de leur flux, ils font comme ça. Ils demandent. Et bien, pour passer d'un flux normal de la liberté d'expression avec ce truc-là, il y a ce passage-là, il faut qu'il soit gouverné démocratiquement, ou autrement dit, il faut que ce passage-là intègre la société et les conséquences sur la société de ce passage-là. Et comment on peut donner ce droit? C'est quoi un processus certifié ou c'est une grande question. Grande question, donc l'idée de Tournesol, c'est d'avoir un système qui soit plus démocratique, où donc de base une vidéo n'est pas recommandée par l'algorithme, mais si suffisamment de contributeurs de Tournesol disent qui doit être recommandé, à ce moment-là il devient recommandé. Et on pourrait avoir un système à la tournesol avec des contributeurs, soit qui est l'ensemble de la population d'une démocratie, des citoyens, ou soit qui soient un sous-groupe d'experts, ou avec des droits de vote en fonction de toutes sortes de questions qui se posent, qui aujourd'hui ne sont pas encore très bien répondues. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut réfléchir aussi vite que possible à ces questions. Quelle est l'importance de Taïwan au niveau de la gestion numérique démocratique? Donc ça monte petit à petit. Les gens, le Tang est invité à gauche à droite. De plus en plus de gens reconnaissent que c'est un exemple. Aussi le fossé augmente parce que Taïwan continue à être une bonne démocratie et par contre les autres démocraties sont de plus en plus sur le déclin. Donc on voit beaucoup plus Taïwan de plus en plus comme sortant du lot. Malheureusement dans le monde académique par exemple, dans la recherche, je trouve qu'il y a encore trop peu d'attention à Taïwan. Il faut en parler beaucoup plus, même dans les médias. Même si les gens l'observent de plus en plus, il y a encore un manque d'attention à ce... Les individus, il faut qu'ils soient conscients de ce qui se passe. Et en fait, quand on est collectivement aussi, avoir des institutions qui sont elles-mêmes au courant et qui ont été fondées pour répondre à ce genre d'attaque, c'est aussi à un niveau collectif, un niveau de conscience. Et je pense que pour le coup, Taïwan, là où vous êtes important, je sais pas si les Taïwanais individuellement sont beaucoup plus conscients, non, je sais pas ça, sont beaucoup plus conscients de la guerre cognitive que les Français, je sais pas. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que collectivement, les institutions taïwanaises, elles, sont beaucoup plus conscientes de ça. Et ce qui est important, c'est le niveau individuel plus le niveau collectif qui est dans les institutions, dans les lois, dans les règles, etc. Et dans l'alliage des deux, vous êtes immensément plus conscients que nous. Moi, je pense que ça monte un petit peu en France avec la Nouvelle-Calédonie. C'est en train de monter. Un autre aspect aussi, c'est que quand on parle de numérique aujourd'hui en France,
et dans beaucoup de pays, en fait, on va penser beaucoup plus à ChatGPT que la démocratie numérique. Et donc là, il y a un gros enjeu en fait d'attention sur le numérique. Quel est l'intérêt de la technologie? Et si la technologie, la conséquence c'est de détruire nos systèmes, notre stabilité, Voilà, la démocratie, ça a un petit peu aucun intérêt. Alors que là, effectivement, à Taïwan, il y a un peu, c'est le premier pays qui a autant cette intention du numérique au service de la démocratie et pas du numérique pour le numérique. Merci beaucoup. Et votre livre est déjà publié en France depuis 2 mois, 3 mois. 2 mois. Et a reçu un très très bon retour. J'ai lu sur internet. Okay. Est-ce que ça va publier à Taïwan? Ah ben, nous, s'il y a des éditeurs qui regardent, n'hésitez pas, on est là. 希望这本书可以在台湾出版，对，因为我就是看过，真的很有趣。非常谢谢两位，merci beaucoup。大家如果有其他问题的话，欢迎在下面留言，然后也非常希望有出版社看到的话，跟我联络，我可以帮他们牵线一下。谢谢今天收看，我们下次见，拜拜，see you，au revoir。Salut